Les nourritures de l'âme du sud-ouest, paysages, châteaux, vallées fertiles, vieilles pierres occitanes, chemins des abbayes, océan Atlantique, sont indissociables des nourritures terrestres. Condition sine qua non, le sud-ouest est magnifique, à condition d'aimer manger et boire. Le canard y est élevé en martyr choyé pour mieux être sacrifié. Il y a toujours pour les amis une bourriche d'huîtres tombée du panier et d'Irouléguy à Cahors, des coteaux du Languedoc aux riches propriétés du Médoc, les vignes sont légion et forment un océan sanguin. Récréation gourmande, nous allons visiter le sud-ouest tel un garde-manger où cuisiniers professionnels et amateurs, vignerons et ostréiculteurs nous invitent dès maintenant à découvrir ce qui se fait de plus gourmand dans le sud-ouest de la France. Je pense que c'est le jambon quand même. Je pense que c'est le jambon. Ouais. Je dirais le cèpe. Pourquoi? Je sais pas, mais je pense c'est suite aux petites promenades avec mon père. Quand j'étais petit, on allait chercher les champignons et on ramenait les cèpes et on les mangeait le soir à la maison. Pour moi, c'est le sud-ouest. Les palombes, les bécasses, à l'époque on pouvait les cuisiner, mais la palombe a une part importante quand même dans la gastronomie landaise, quand même, dans la gastronomie du sud-ouest surtout, quoi. Hein. Le foie gras, les truffes du Périgord, les volailles, les gibiers. Je vous ai tous dit, on trouve tout dans le sud-ouest. Je pense que c'est le gigot d'agneau, parce que de Pauillac jusque dans les Pyrénées, on trouve de très bons produits et c'est vraiment représentatif de la Gironde, de la Chalosse et les Pyrénées. Alors, si on parlait de cuisine locale, je dirais la lamproie. Et cuisine du sud-ouest, c'est le confit de canard. Le confit de canard, comme on est en train de le cuisiner aujourd'hui. Quand je suis à l'étranger et que je me dis mais de quoi j'ai réellement envie, qu'est-ce que j'ai envie de manger, ben, c'est toujours un magret de canard. J'ai envie d'un magret. Florilège appétissant et pour Hélène Darroze, chef étoilée originaire des Landes, quel est le produit de référence? Il y a beaucoup de produits qui expriment le mieux la cuisine du sud-ouest. Je suppose que beaucoup attendraient de moi que je dise le foie gras, mais c'est pas forcément ce qui me vient comme ça. Il y en a tellement. Il y a le piment d'Espelette, pour moi, qui est essentiel à ma cuisine aujourd'hui, comme la graisse de canard d'ailleurs. Hein. Et après, il y a tellement de choses que j'aime. L'asperge blanche, le poulet jaune des Landes, le saumon de l'Adour, le pimientos del Piquillo, qui pour moi fait partie du sud-ouest intégralement, la truffe noire du Périgord. Hélène Darroze donne le départ de notre balade gourmande, direction la vallée de la Dordogne, à la recherche du diamant noir, la truffe du Périgord ou du Lot. L'ancienne ligne de chemin de fer Bordeaux-Aurillac, remise au goût du jour touristique, avait pour nom au début du XXe siècle le Truffadou, un train qui servait à acheminer la récolte de truffes dans les marchés comme celui de Martel. Imaginez l'odeur que pouvait dégager ce convoi dans les hivers d'autrefois, le vrombrissement, le sifflement de la locomotive, les escarbilles, le panache de fumée, un Agatha Christie à la française, un roman enivrant et noir, noir comme la truffe tant convoitée. Notre recherche de la truffe nous mène sur les hauteurs de Sainte-Foy-la-Grande, entre Dordogne et Gironde. Ici, dans cette contrée, le meilleur ami de l'homme, trufficulteur, s'appelle le chien. On est parti. On va chercher les truffes. On va chercher les truffes. Allez, viens. Allez, Joe. Elles sont où? Elle est où? Elle est où, la truffe, Joe? Elle est où? Où c'est qu'elle est? Viens. Joe. Allez, viens. Allez, viens. Allez. Où elle est? Où elle est? Où elle est là? Elle est là? Oui. Elle est là. Oui, mon Joe. Il y a une truffe, là. Oui. Ouh, qu'elle est belle, celle-là. Ouh. Tiens, mon Joe. C'est bien. On récompense le chien à chaque fois. Là, j'ai amené des croquettes. Il aime le fromage. De temps en temps, c'est du fromage. D'autres fois, c'est du saucisson. Enfin, voilà. Joe Cocker. Ben, un cocker, donc on s'est dit on va l'appeler Joe. Et le cocker, c'est rigolo parce qu'il cherche entre ses deux oreilles, il a le nez au sol et il cherche, il sillonne les emplacements. Et surtout, ils ont la mémoire de l'emplacement. Là où il a trouvé, il y revient volontiers et c'est un jeu parce que de toute façon, à chaque fois, il a la récompense. On voit qu'il prend plaisir à chaque fois à venir sur les truffières.
Il se produisait plus de 500 tonnes de truffes au début du siècle, du 19e. Aujourd'hui, il se produit, on pense, autour de 30 tonnes, 25-30 tonnes. Et il y a un besoin important, quoi. C'est pour ça qu'on est en train de replanter des arbres pour vendre du rêve, parce qu'avec 20 grammes de truffes, on fait des plats extraordinaires. Ah, ça bon. C'est les trésors, ça. Hein. Ah ouais. T'as des œufs de ferme? Oui, ouais. Bien Elles sûr. pondent tes poules? Bien sûr. Ouais. On va faire des œufs brouillés. Un bon petit coup de rouge là-dessus. Oui, ou de blanc. Ou de blanc. Allez Joe, on rentre. Ah ouais. J'aurais fait un bon poker. Allez Joe, on est parti. On va faire les œufs brouillés. Le feu sera bon, ouais. Oui. On va se dépêcher quand même parce que. Alors j'ai du sel de vin là, si tu veux, c'est du sel qui est aromatisé avec des épices. Mais ça ira très bien avec la truffe, disons. On va se régaler. Regarde si c'est joli ça. Oh, c'est super beau. Voilà, pas trop de sel parce qu'il t'en faut pas. On va entamer la truffe. Ah ouais, c'est très joli, c'est très marbré. C'est... Et bien, on va se les faire au feu de bois, dis donc. C'est la première fois que je vais faire des œufs brouillés au feu de bois. Celle-là est plus claire, toujours aussi marbrée, mais beaucoup plus claire. Ah oui, énormément. Ah, ça réchauffe bien. On va peut-être aller boire un coup quand même. On a deux petits invités de Bordeaux, là, des anciens du Bec, en danse classique. Voilà, des petits jeunes. Vous en êtes loin ou ça va? On va passer à table dans un quart d'heure. Très bien. Bah, c'est-à-dire maintenant, on aimerait bien manger, quoi. Ah, très bien. Ouais. Parce qu'avec Francis, on a refait toute la carte ferroviaire du Sud-Ouest. Pas de problème. On va y mettre le magret aussi là-dedans, à cuire. Il sera bien, hein? Mais comme ça nous réchauffe. Alors, un bon petit bout de beurre. Voilà. On va laisser fondre gentiment. C'est un peu... Il y a un petit peu de matière grasse quand même. Hein. Je vois. Voilà. Donc on verse les œufs. Gentiment, on va les remettre sur le feu. Merci Micheline. Et voilà. Donc après, il faut laisser prendre un petit peu et fouetter tout simplement. C'est un luxe de tailler la truffe comme si c'était de l'ail. C'est impressionnant d'être au pied de la truffe. Cuit, c'est pas bon. Il faut que la truffe soit juste réchauffée et qu'elle exalte ses arômes juste dans la chaleur des œufs. Juste pour qu'elle soit chaude dans les œufs. Là, les œufs sont presque terminés là. Vous voyez? C'est joli comme ça. On va se mettre une belle cuillère de crème d'Isigny. En Dordogne, on dit il faut manger gras pour mourir gras. Voilà. Petit coup de crème pour couper la cuisson et donner de l'onctuosité. Vous êtes prêts les garçons? On mange? Alors Jean-Marie, est-ce que tu aimes les œufs brouillés aux truffes? Oui, on était sur le caviar, mais Mais maintenant, là, on passe tombe à sur quelque les chose œufs d'autre, brouillés à la truffe. Voilà, alors on m'a dit qu'il fallait prendre ça sur du pain grillé. Voilà. Merci. Monsieur Francis. Merci, monsieur Frédéric. Allez. Ça, c'est délicieux. Mais est-ce qu'on peut dire que tu élèves les truffes? Enfin, c'est mystérieux. On les laisse mûrir. Ouais, tu les laisses mûrir. Oui. On les laisse vivre, on les laisse mûrir. Et sans ton chien, tu ne saurais pas les trouver. C'est ça qui est extraordinaire. Alors j'ai essayé, mais tous les voisins du quartier se foutent de moi à chaque fois. Elle te tient à quatre pattes. Il faut éduquer le chien. Je comprends. Il est encore jeune. Délicieuse.
Ici, dans le sud-ouest, un des produits stars est le canard, et plus précisément le mulard, issu du croisement du canard de Barbarie avec une canne de grosse race, de préférence la canne de Rouen. Didier et Michel Moreau, deux cuisiniers amateurs mais avertis, achètent 2 fois par an des canards dans une coopérative pour la cuisine familiale. Pâté, graton, confit et foie gras. Vous allez nous donner, je sais pas, un bon kilo de saucisses de canard, des cœurs. Alors, bon, je sais pas, vous allez me donner 2 paquets comme ça, je vous prie, pour faire des petites brochettes, hein, voilà. Vous allez me donner, je sais pas, ça représente quoi, 1 kilo de saucisses, hein? Une dizaine, non, une quinzaine. Une quinzaine, c'est parfait. Comme ça, on va se faire ça sur le grill comme tapas à l'apéro. Parfait, merci bien. Et nos canards. Et nos canards qu'on va prendre. Et vos canards, je vais vous les chercher. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, madame, on vous remercie beaucoup. Merci beaucoup et au revoir. Voilà, au revoir. Et oui, on a du travail. Merci, au revoir. L'appétit est aiguisé, l'heure est presque au déjeuner, mais avant sonne l'heure de l'apéritif. On va aller boire un petit coup chez notre ami Michel Baraton. Didier et Michel Moreau nous invitent à boire un coup de bourru à Sainte-Foy-la-Grande en Gironde, une bastide restée aux mains des Français durant la guerre de 100 ans. On a pensé que c'était l'heure de venir boire l'apéro chez toi. Un petit vin blanc ou un petit bourru. Allez. Voilà. Allez, un petit coup de bourru. Par contre, on a trouvé des châtaignes. Je crois que si ma maman avait du lait comme ça, je la têterais encore. Merci. Ouais, c'est vrai. Merci. Pas toi? Ah, si, si. Ah, tu vois, on aurait chacun le nôtre, comme Rémus et Romulus, quoi. On est dans les vignes, on commence les vendanges, on ramasse des raisins mûrs. Et comme la nature fait bien les choses, il y a des ferments dans le raisin, naturellement, dans la peau du raisin, il y a des ferments qui agissent sur le jus et qui vont faire démarrer la fermentation au bout de quelques jours. Et nous, pour privilégier le fruit, pour garder le maximum de fruits, on les garde à basse température pour qu'il y ait une netteté du fruit et qu'il y ait beaucoup de fraîcheur au niveau des arômes. Les enfants arrivent de l'école, on est en jus de raisin, là, les gosses rentrent et ils boivent un verre de jus de raisin. C'est énergétique, c'est plein d'oligo-éléments, c'est très bon pour la santé et tout le monde se régale. Par contre, lorsque ça démarre en fermentation, moi je veux plus que les enfants en boivent parce qu'après il y a un peu d'alcool. Mais pendant les 2-3 premiers jours, on a 2, 3, 4 degrés d'alcool. On est comme sur un cidre, quoi. Écoute, merci pour ton accueil, bonne santé et à tout à l'heure au déjeuner. Et bien sûr. Alors que la Californie interdit la vente de foie gras, le Sud-Ouest est un Eldorado pour le canard. Éternelle question dans les arrière-cuisines, qu'est-ce qu'un bon foie gras ? Ma mère, principalement, nous avait appris à faire du foie. On faisait pocher le foie. On avait un très bon bouillon de volaille. Et on pochait le foie, c'est-à-dire qu'on ne le portait pas à ébullition, on le portait à 80 degrés, de manière à ce qu'il ne fonde pas trop, et on le laissait. Et avec le bouillon qui nous restait, on faisait cuire des pommes ou des raisins, on liait ça avec une mie de pain et avec un peu de porte blanc, tout ça. Enfin, tout ça, c'était un amalgame un dosage qui venait à l'instinct du cuisinier. Il y a une recette avec laquelle je me régale, que je fais souvent pour mes amis, mais que je n'ai pas au restaurant, qui est la macarona de foie gras. C'est des pâtes au foie gras, quoi, tout simplement, hein, avec un peu de jus de volaille et un peu à peine crémé. Et puis voilà, si en plus on a un peu de truffes toutes fraîches, ou si on a quelques cèpes à faire sauter dedans, voilà, ou pourquoi pas des bouts de homard, ça va très bien aussi ensemble. Mais ça, c'est un plat de famille, hein, c'est un plat que je fais à mes amis. Frais poêlé, avec des raisins, avec des figues, tout simple. Je pense que c'est cette cuisine-là que je préfère. Le bon foie, c'est que quand on le mange, c'est pareil, cette souplesse, cette rondeur, cette finesse, tous les arômes, cette complexité aromatique qu'il amène quand on le met sous la dent. Nous, on aime bien les foies poêlés, les foies cuisinés, ou en semi-conserve, mais après, en conserve, on mange beaucoup moins. Nous, on mange très peu le foie en conserve, très peu, quoi. Nous ne travaillons pas le foie trop important. Des petits foies de 480, 500 grammes. Un bon foie gras. C'est pas ni du Périgord, ni du Gers, ni de quoi que ce soit, c'est un foie gras des Landes. Sur l'étal, quand vous le voyez, il faut qu'il luise un petit peu. Et surtout, quand vous l'appuyez dessus, il faut qu'il soit
spongieux, si vous voulez. Il ne faut pas qu'il soit sec. Tous les foies qui sont secs, ils déchettent de suite, là, ils fondent, et puis ils sont pas bons. Voilà, le foie frais, là, c'est Frédéric qui va le cuisiner en cocotte tout à l'heure. Pour le casse-croûte de midi. Parce que le canard, c'est aussi la convivialité. On adore ça, le repas, le midi, qui suit la fête du canard, comme autrefois la fête du cochon et tout. Pour nous, c'est cuisine et fête. Les deux vont ensemble. On peut pas dissocier les deux, quoi. Celui qui fait la cuisine pour lui-même, je ne sais pas si ça existe, mais enfin, chez nous, dans le sud-ouest, il n'y en a pas. On prend un joli foie, comme ça, de chez Palmagri. J'ai préalablement salé et mis des épices. Il y a du poivre de Szechuan, il y a du poivre de Java et du poivre de Jamaïque, de la noix de muscade, clou de girofle, et voilà, c'est tout. Et gros sel de Garenne. Allez, hop, on y va, et pas peur. Voilà. Moi, je l'aime tout simplement confit dans sa graisse. Et puis après, laisser maturer pendant 2 ou 3 semaines. Et puis servi comme ça, froid, sur une tranche de pain grillé avec un peu de fleur de sel. Ça, pour moi, c'est... J'en fais un aussi que j'aime beaucoup, qui est assaisonné avec un mélange d'épices assez complexe et que j'ai toujours à la carte. Bon, celui-là aussi est assez intéressant. Il a une saveur particulière. Et le foie gras ne se perd pas derrière les épices. Et c'est ça qui est intéressant quand même. Alors, on va le tourner après 5 minutes. Oh, il est beau. Bien doré. Ça y va bien, ouais. Le foie est servi entier et c'est très joli. On coupe des tranches. On va le laisser un petit peu refroidir pour qu'il caille. Et on coupe des tranches et c'est vraiment beaucoup plus esthétique à mon goût. Hein. Voilà, et puis il perd moins de graisse, de gras, voilà. Je trouve que c'est plus chouette. Alors, le foie est cuit. On va rajouter le verjus. Le verjus, ce sont des grappes de raisin qui n'ont pas mûri. Ça remplace avantageusement le vinaigre. Et là, on va le laisser refroidir un petit peu avant de le trancher. Autre question qui humidifie les gosiers des Gascons, que boire avec le foie gras? À vrai dire, la réponse est dans le plaisir. Pourquoi pas du champagne, du blanc sec, du vin rouge ou les sublimes vins liquoreux de la région de Bordeaux. Bordeaux qui, grâce à son port et aux Anglais, a fait rayonner ses vins dans le monde entier. Les propriétaires, les négociants, les courtiers se sont dotés de puissantes structures d'affaires, dont la somptueuse chambre de commerce sur les bords de la Garonne. C'est ici que se trouve un document unique, le classement des grands crus de Bordeaux. Des rouges bien sûr, Margaux, Lafite, Latour, Mouton, Aubryon et des vins blancs liquoreux de Barsac et Sauternes, Château d'Yquem le tout premier, puis la Tour Blanche, Guiraud, Climens, Doisiden et le Château Nérac où nous attend le propriétaire Nicolas Itertari et Jean-Marc Carin, dégustateur de tout premier ordre. Se trouve dans des barriques depuis les vendanges et je suis actuellement en train de redéguster les différents lots qui constituent ce millésime qui va évoluer pendant encore 2 années avant la mise en bouteille. C'est un processus d'élaboration qui prend du temps, vraisemblablement encore 24 mois. Quand on boit des vieux millésimes, on boit véritablement de l'espace et du temps. Et les sauternes en particulier, puisqu'ils ont une durée de vie j'ai presque envie de dire quasi éternel. Bon, un grand sauterne, c'est entre 50 et 100 ans. Tout d'abord, c'est un champignon qui se développe dans des conditions très particulières, qui nécessitent 2 choses un petit peu contradictoires. D'abord de l'humidité, pour que le Botrytis cinerea puisse se développer comme n'importe quel champignon, en alternance avec un temps sec et ensoleillé. C'est-à-dire que c'est une alchimie comme quasiment nulle part ailleurs. Et le processus de systématiquement rechercher cette pourriture noble pour élaborer les vins de Sauternes et Barsac, c'est systématisé, je pense, à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle. Si on ramassait les raisins non concentrés par ce champignon, on aurait de la concentration en sucre, mais beaucoup moins de classe, d'élégance et de profondeur aromatique. Alors moi je dis, la pourriture noble rend la sucrosité aérienne, c'est-à-dire que le sucre ne pèse pas dans la bouche,
Et quand on goûte ça, on est charmé parce que ça glisse en permanence. Globalement, les rendements représentent, s'il faut donner un ordre de grandeur, entre 1 et 2 verres de vin par pied de vigne, seulement quand, dans la plupart des autres appellations, le rendement moyen est de l'ordre d'une bouteille à 1,5 bouteilles par pied de vigne. Donc ça vous donne une différence de production considérable. De l'autre côté de la Garonne, au pays de François Mauriac et de sa maison vue du ciel, Malagar, se trouvent d'autres vignobles. D'un côté l'Entre-deux-Mers, ses blancs secs et ses bordeaux supérieurs, et face au fleuve, d'autres blancs liquoreux, Loupiac, Cadillac et Sainte-Croix-du-Mont, où Arnaud de Sèze, vigneron passionné, nous fait découvrir ces caves bien particulières. Voilà une partie du sous-sol. Alors c'est pas de la roche, ce sont les fameuses huîtres. On va rentrer dans ce banc d'huîtres. Et c'est pas des huîtres consommées sur place, c'est des huîtres qui ont vécu sur place. Il faut donc remonter à quelques 20 millions d'années. C'est à ce moment-là que s'est formé ce banc d'huîtres qui s'étend à peu près sur 600 à 800 mètres le long de la colline, avec des épaisseurs de 4 à 12 mètres. Et on a des galeries qui font plus d'une 50aine de mètres de profondeur. C'est l'alchimie et surtout l'alchimie du temps, parce qu'on ne peut pas beaucoup intervenir, c'est vraiment la nature qui fait tout. On a un très bon taux d'humidité, une température qui est absolument constante, été comme hiver, ça ne bouge pas, nous avons 14 degrés. Et le banc d'huîtres réserve toujours des surprises. Comme si une simple pluie de jus de citron pouvait ressusciter des huîtres fossilisées. Nous voici sur la côte atlantique, mollusques formidables, synonymes de ripaille, de réveillon et de fête, huîtres de Gujan-Mestras, Arcachon, Bandarguin, et ici sur l'île de Ré, rencontre avec un ostréiculteur rétais, Tony Brun. L'huître au départ était vraiment un complément de vie, c'est-à-dire que les gens s'en servaient pour aller nourrir, il n'y avait pas de commerce. Ensuite, on a commencé à en faire le commerce au temps des rois français, et on a commencé à consommer un petit peu d'huître. Et là, s'est lancé le métier d'ostriculteur. À partir du fin du 19e siècle, les ostriculteurs ont commencé à s'installer, à produire et à s'asseoir 100% de leurs moyens de vie. Il a fallu réorganiser complètement la culture et ce métier, parce que c'était un métier qui était fait un petit peu en dépit du bon sens. Et les gens ont profité de cette pénurie pour relancer la culture de l'huître dans les bassins français. Et ça a permis de lancer ce beau métier qui est l'ostriculture. On arrive à avoir des goûts différents par rapport au secteur dans lequel on exploite nos huîtres dans l'île de Ré, par rapport à la nature du fond surtout, et ça amène un goût différent, ça amène une texture de chair différente, et on arrive à retrouver des goûts qui soient complètement différents dans les huîtres selon leur provenance. Ce qu'il nous faut, c'est du volume pour arriver à faire des affaires. Et malheureusement, malgré la hausse de prix qu'il y a eu sur le marché, il y a un moment, c'est le consommateur qui, lui, ne pourra plus accéder aux produits. Donc il faut rester raisonnable. Mais en restant raisonnable, en ayant moins de marchandises, le problème, c'est que financièrement, les entreprises ont de plus en plus de difficultés à sortir des bilans positifs. La mortalité d'une naissance, c'est l'herpès virus, mais c'est pas nouveau, parce qu'on retrouve des traces d'herpès virus dans les fossiles du tertiaire. Donc c'est une maladie qui avait disparu. On a recommencé à avoir quelques problèmes depuis 1989. On a eu un peu de pertes inexpliquées.
Nos chercheurs nous ont dit que c'était normal, c'était la saison, l'été, c'était une période difficile pour les huîtres. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas trop cherché à savoir comment pallier à cette maladie. Et depuis, voilà, ça met la profession dans une difficulté terrible. Là, moi, je suis la 3e génération. Mais sûrement la dernière, je pense, parce que j'aimerais pas que mes enfants fassent ce métier. C'est un beau métier, c'est un métier difficile, mais ça devient très très compliqué. Et quand on aime ses enfants, on aimerait qu'ils fassent autre chose. Quittons le littoral, l'île de Ré, la Charente-Maritime et le Cognac. Retour dans les terres, les Landes, l'Armagnac et l'histoire d'une grande famille de cuisiniers du Sud-Ouest, la famille Darroze, originaire de Villeneuve-de-Marsan. La saga culinaire de la famille Darroze, des Purlandais, remonte à 1895. Après-guerre, Jean Darroze transforme l'auberge familiale en restaurant étoilé. La maison Darroze, dans les Landes, devient une étape obligatoire pour les voyageurs de commerce. Recette du succès, qualité des produits et travail en famille. Moi, je suis né à Villeneuve, je suis né au-dessus des cuisines. Je n'ai pratiquement jamais quitté ma maison. Quand je suis parti en pension, à l'école, jusqu'à l'âge de 16 ans, jusqu'à passer le brevet élémentaire. Et puis après, mon père m'a dit, bon, ben, écoute, tu es assez intelligent maintenant, allez, viens avec moi aux cuisines. Et j'ai commencé à 16 ans. On allait faire le marché à Bordeaux, on partait en 2 chevaux, on allait faire le marché à Bordeaux, chercher le poisson 2 fois par semaine, les légumes. On épluchait des asperges comme ça et ça tombait sur un papier journal pour les épluchures. Et cette odeur de l'asperge humide, de la peau de l'asperge humide mêlée à celle du papier journal humide, c'est quelque chose qui pour moi est très jouissif. C'est une Madeleine de Proust, quoi. Après, il y a ces matins où les paysans des alentours arrivaient avec les cajots de cèpes et je me souviens de matins où on ne savait plus où les mettre. On partait au marché à Villeneuve, qui était un marché assez remarquable. On achetait les volailles, on se plumait les volailles. Les chasseurs qui arrivaient de leur journée de chasse et qui arrivaient avec des chevreuils entiers en peau, sanguinolents, des sangliers comme ça, et qu'on pendait dans les chambres froides. Et nous, enfants, on était confrontés à ce genre de spectacle qui est la vie, en fait, qui est au moins la vie dans les Landes. On levait les cochons gratuitement, là. Et on tuait, l'hiver, on tuait tous les lundis, on tuait une pièce un porc. Mais c'était des porcs de 200 kilos, 250 kilos, qui avait la chair, avait de la graisse. C'est ce qui donnait le plus de goût. Mais mon père, attendez, il n'a jamais eu une carte. Il servait un menu dégustation uniquement. C'était des menus à 10, 12 plats, avec des produits de la région, les écrevisses que les paysans nous portaient. C'était les légumes. Moi, j'ai vu, on travaillait les légumes frais. Les paysans nous portaient les petits pois le matin. À 7 heures, ils arrivaient avec le sac de petits pois. On mettait ces petits pois sur la table. Les petits pois, ils avaient encore la rosée du matin. Ils étaient ramassés. Il fallait voir comment ils étaient même pas coupés du pied. Ils étaient coupés au ciseau. Ils avaient encore le petit bout. Et là, on appelait tout le voisinage. Il y avait le marchand de chaussures, Fernand. Il y avait le chapelier qui venait donner un coup de main à éplucher les petits pois. Et tout le monde, tout le voisinage se mettait autour de la table. Et on épluchait ces petits pois nouveaux, là. Et allez, on y allait toute la matinée. Voilà. Et alors après, on avait le jambon, bien sûr, le jambon du pays, les oignons nouveaux. Alors on faisait frire ces petits oignons nouveaux avec un peu de gras de jambon, là. Et on mettait ces petits pois là-dedans à suer avec la rosée du matin. Il n'y avait même pas besoin de les mouiller. Le jus, les mouiller, on laissait mijoter avec un bon petit bouquet garni. On ajoutait un peu de sarriette dedans. Mais c'était, attendez, vous prenez ces petits pois à midi, mon gars, c'était un dessert. C'était plus un plat de petits pois, c'était un dessert. C'était un souvenir extraordinaire. Le Sud-Ouest est connu pour son exceptionnelle diversité de produits et recettes de nos parents et grands-parents. Pour autant, sa cuisine n'est pas figée et grâce à une nouvelle génération de chefs, aux influences des nouvelles cuisines du monde et à son métissage, elle a su s'adapter et même se réinventer.
Quand on me dit que vous faites une cuisine du Sud-Ouest, je pense que ceux qui me connaissent bien ne me retrouvent pas du tout là-dedans parce que c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je fais une cuisine qui travaille les produits du Sud-Ouest. En effet, je suis fidèle à mes fournisseurs, à mes producteurs là-bas. J'ai une relation très très forte avec eux, une complicité en 15 ans qui s'est construite au fil des jours et qui aujourd'hui est à son paroxysme, à son maximum. Donc je suis très fidèle à ça. C'est vrai que je ne changerai pour rien au monde de fournisseurs de foie gras ou de volaille ou de bœuf de Chalosse et que voilà. Ça, c'est certain. Donc, je suis fidèle à ça. Après, je crois que l'interprétation que je fais autour de ces produits, tout ce qui est création, elle est beaucoup plus libertine, elle est beaucoup plus dans l'émotion, dans l'intuition. Et donc, ces produits, je les soumets à des associations qui sont parfois inédites et surprenantes, peut-être, j'en sais rien. Cuisine d'excellence et Armagnac. Francis Darroze a eu l'idée de réunir des bas Armagnac de propriétaires dans le Gers et dans les Landes et d'en faire la promotion dans tous les grands restaurants du monde. Alors ici, nous sommes dans un petit village juste en bordure du Bas Armagnac, à Roquefort, dans nos chais d'Armagnac, où en fait dorment et sont élevés pas loin de 800 pièces d'Armagnac provenant de différents terroirs, de différentes années, d'une sélection que mon père a démarrée fin des années 60 et que, pour ma part, je continue à développer depuis 1995. Aujourd'hui, les eaux-de-vie les plus âgées qu'on ait dans le chai, c'est le début du siècle dernier, donc 1904. Il nous reste quelques bouteilles, pas énormément, mais quelques bouteilles. Donc toutes ces eaux-de-vie-là, de ces âges-là, sont bien sûr sous verre, parce qu'on ne peut plus garder les eaux-de-vie dans la barrique si longtemps. On faisait goûter des Armagnacs, on avait des échantillons d'Armagnac de producteurs autour de Villeneuve, du Bas Armagnac, là. Et on faisait goûter ça donc, à nos clients, et les clients disaient « mais on ne trouve pas ça, le parc, comment ça se fait dire ?» Alors moi, je les envoyais à droite, à gauche, à tout ça. Et puis dans ma tête, je disais « quand même, c'est un créneau quand même qui serait intéressant. » Et j'ai parallèlement monté donc, mon commerce d'Armagnac. Les histoires de la famille, l'histoire de l'Armagnac sont vraiment intimement liées. Déjà par le travail de mon grand-père, et puis bien sûr après, je pense que sincèrement, sans fierté aucune, enfin si quand même un peu, mais je pense que l'Armagnac ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui si papa n'avait pas existé. Je pense que c'est vraiment lui qui lui a donné ses lettres de noblesse. Oh, wow, ça fait longtemps que j'ai vu. Oui, ça c'est les Armagnacs donc, de Francis Darroze. Voilà, c'était la famille. Des Armagnacs sélectionnés par Francis Barthes. On a bien compris que la qualité de Francis avait été de faire du ménage. Il a largement réussi sa mission. D'abord parce qu'il a créé, il a donné vie à des produits d'exception. Et ces produits d'exception, comme le disait Claude avec juste raison, sont aujourd'hui un restaurant qui ne représenterait pas un Armagnac, serait un restaurant obsolète. Donc ça a largement sa place dans la gastronomie mondiale. Vous savez, c'est quand même un produit qui vient naturellement agrémenter les fins de repas de notre famille, parce que l'origine quand même de la famille Darroze, c'est Villeneuve-de-Marsan, et Villeneuve-de-Marsan, c'est le Bas Armagnac landais. Donc je dirais que Claude autant qu'Hélène, et encore plus Claude, je dirais qu'Hélène, ont baigné dans leur enfance dans le Bas Armagnac, et puis naturellement, ils ont encore la fibre gasconne, même s'il y en a un qui est en Gironde et Hélène est à Paris ou à Londres, ça n'empêche que la fibre gasconne, elle est toujours là. Et l'Armagnac, c'est avant tout un produit gascon, et ça, je pense qu'ils l'ont toujours en eux. Santé, mon ami. Il fait quand même 50 degrés. Oh putain. Il faut se badigeonner la bouche un petit peu parce qu'il est un peu agressif. 50 degrés. Tu sais, je me demande pourquoi les actrices parisiennes se font refaire les lèvres. Elles boiraient un peu plus d'Armagnac, elles les auraient définitivement pulpeuses, parce qu'on sent que ça te donne tout de suite du volume à la lèvre. Non mais ça coûte moins cher et c'est nettement plus agréable. Pendant 1h30, 2 heures, bien à la fois on apprécie le rugby, mais aussi on a le temps de déguster l'Armagnac parce que on a un produit vraiment qui demande un petit peu de temps dans le verre pour le laisser s'exprimer, s'ouvrir, se développer. Donc en effet, en match de rugby, les après-midi d'hiver ou les soirées d'hiver au coin du feu, c'est un moment assez magique avec un petit peu de bon chocolat noir. Pour ceux qui apprécient le chocolat, c'est des moments sympas. Ouais. Se servir un verre d'Armagnac au début du match,
le sentir pendant la première mi-temps et commencer à le boire au début de la deuxième mi-temps et le terminer le verre à la fin du match. La seule rancune qu'on a, c'est quand on perd contre nos amis les Anglais. Je dis amis, bon, c'est avec un petit A, quoi. Voilà, mais bon. Il n'y a pas de bons armagnacs, de bons vins et de bonne cuisine sans bons produits. Même si l'uniformisation culinaire domine, le Sud-Ouest défend ardemment ses traditions. En matière de bovins, cette région peut être fière de la blonde d'Aquitaine, de la béarnaise, de la basquaise, de la bazadaise, de la gasconne aréolée et bien sûr d'une des stars des vaches en France, la limousine. Cas unique dans notre pays, le quartier des bouchers à Limoges. C'est le consul de la ville, au XIIIe siècle, qui avait regroupé les bouchers. Les maisons à colombage sont très spécifiques, uniquement adaptées à la profession. Ne vous y trompez pas, vous n'êtes pas dans un décor de film ni de théâtre, mais bien au cœur de la ville de Limoges. Dans un quartier que les Limogeois affectionnent vraiment, c'est le quartier de la boucherie. Voilà. Plus qu'un quartier même, je dirais un village, tant l'ambiance y est unique, chaleureuse, avec notamment son architecture qui a été gardée quasiment intacte. Voilà, une série de devantures qui correspondaient à des boucheries. Les devantures, l'étal, voilà, c'est le magasin, le commerce. Et puis au-dessus encore, des galetas, des greniers à claire-voie, où on faisait notamment sécher les poux. C'est ce qui représente la maison traditionnelle, avec tout ce que ça pouvait contenir. Donc vous êtes ici dans le magasin de détail. On recevait les clients où les bouchères exerçaient leur métier. On passe dans la deuxième pièce où là, c'était un petit peu la cuisine, c'est le lieu de vie, la pièce de vie de la famille bouchère. L'arrière de la maison, c'est le lieu d'abattage, c'est le lieu où rentraient les animaux vivants et dont ils ressortaient un petit morceau pour aller au détail dans le magasin. Tout se fait au même endroit, l'abattage se faisait ici. Ça grouillait dans tous les sens et le soir, la rue se vidait. On fermait les portes et on lâchait les chiens. À partir d'un certain moment, les gens n'avaient plus à rentrer dans la rue, donc on laissait les chiens divaguer et ils faisaient leur office de gardien. Reprenons notre route gourmande, Limoges, Périgueux, Bergerac, retour à Sainte-Foy-la-Grande avec les frères Moreau sur le plus beau marché de la Gironde où il est question de légumes pour préparer la garbure. Bonjour, ça va? Oui, impeccable. Donc, un chou. je vais commencer par un chou. Alors, attends. Quelques carottes. Voilà, attends, je vais chercher pour peser. Elles sont belles encore. C'est bon ces carottes encore. Tiens. Dans la garbure, je rajoute des gésiers et du confit de canard, c'est tellement bon. Mais les légumes sont hyper importants. On peut faire des garbures avec des confits d'oie, on peut faire des garbures avec les confits de porc. Il faut des choux, il faut des navets, carottes, poireaux, il faut des bouquets garnis aussi. Moi, je préfère, ce qui donne le plus de goût, c'est le confit de porc. Mais le céleri, je te le rajoute, hein. Je te le donne, tu le mettras, ça a un hyper bon goût. Un peu de persil. Et un peu de persil. Ça te fait 6,40 €, 6 € pour toi. Hein. Tu nourris 30 personnes avec 6 €. Hein. C'est extraordinaire, ça. C'est bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci et bonne Allez, au revoir, cuisine. merci beaucoup. Hein. Tu passes à la maison quand tu veux. Hein. Moi, j'aime bien cuisiner tout ce qui est viande. Moi, je fais toujours la viande, et mon frère, les légumes. Le repas de famille, on commence par une entrée, une crudité, parce qu'il faut manger 5 légumes. Bon, alors 5 légumes et 5 fruits, bon, alors on ne déroge pas à la règle. Donc on a toujours notre petite crudité à l'apéritif. Après, on a notre crudité en entrée, ça fait déjà 2. Après, on a notre terrine, on la fait au poireau, ça fait déjà 3 légumes, mais bon, il y a beaucoup de gibier dedans. Et puis après, il y a le plat avec les frites, ça fait 4 légumes. Bon, le plat, ça peut être en poulet rôti. Alors on fait poulet et rôti. C'est poulet rôti, quoi. Les deux choses. On en a fait une il y a combien, 4 ou 5 mois. On fait poulet rôti de chez la maison, les frères Graton. Et puis, bon, voilà, puis après un petit fromage, un petit dessert. Et voilà, non, mais automatiquement, on ne fait pas 270 kilos à tous les deux en regardant passer les oiseaux. Michel, tu peux venir?
Tous les ingrédients qui ont été découpés tout à l'heure en viande et légumes se retrouvent dans la marmite avec la carcasse de canard. Et voilà. Voilà, vous avez un mélange de légumes, de viande, la carcasse de canard avec le jambon, la poitrine. Voilà. Elle plombe la louche là. Le marché est terminé, la garbure est chaude, le vin est chambré. Il ne reste plus qu'à passer à table. Bruno Oliver nous convie chez un de ses amis dans le Médoc. Quelques petits détails à régler en cuisine avant le début du festin. Il faut que je vous présente à ce moment précis mon ami Bruno van der Heyden. Viens me voir. Parce que quand même, si je sais chasser un petit peu les bécasses, c'est tout simplement que la première que j'ai tuée, c'est sur ce territoire qui nous entoure, de Château-Malray, et dans laquelle de temps en temps, on a la chance de voir un long bec. Si tu dis qu'il y a des bécasses, et il y a les cèpes. Je pourrais dire aussi qu'il y a des cèpes. Mais on trouve. Mais il ne faut pas le dire. Mais on trouve les bécasses sous les cèpes. Faut pas le dire. Il faut pas le dire. C'est une spécialité de Malray. C'est vrai que c'est la bécasse sous les cèpes. Ouais, c'est vrai que c'est une anecdote. Souvent, le mec qui dit je tendais la main vers un cèpe et est parti une bécasse. Voilà. Là, on est un petit peu plus. Ça fait un peu plus sérieux quand même. Le seul que l'on a bardé, c'est la bécasse qui ne va pas aller sur le grill. Elle va finir, elle va rôtir dans une petite cassolette. Là, nous avons pigeon palombe. Ici, nous avons perdreau. Parce que c'est le favori de Bruno. Et là, nous avons grive. Celui-là ressemble fort à quelque chose que nous ne pouvons plus servir et dont nous ne pouvons pas citer le nom, mais qui est bien gras et donc bien grassouillé. Voilà, je vais vous montrer quelque chose. Ça paraît superficiel, mais ça, c'est une cassolette. Si elle pouvait parler, elle vous raconterait qu'elle a fait cuire des centaines et centaines d'ortolans. C'est-à-dire que l'ortolan méritait d'être cuit à la seconde, et on posait ça sur le feu. L'ortolan se cuisait avec son propre jus, juste un petit dé de beurre pour ne pas qu'il se prenne au fond de la casserole, mais l'ortolan cuisait dans sa propre graisse. Et il devait être servi, il devait être amené à table. Il crépitait encore, il chantait encore. Et à ce moment-là, on dressait nos clients, on leur faisait mettre une serviette sur la tête, comme qu'ils fassent une infusion, parce qu'il y avait des arômes, c'était un oiseau tout à fait spécial. Et on le mangeait, évidemment, interdiction de mettre des couverts, on prenait l'oiseau entre ses doigts, et puis on le mangeait en entier. On suçait, c'était fantastique. On n'a plus le droit à vendre, on n'a plus le droit d'aller chasser, donc tout ça a disparu. Et je suis sûr que les clients, si on leur a servi, ils ne l'apprécieraient pas. Ça reste un mythe, un rêve. Mais je suis sûr que plus personne ne saurait manger un ortolan, sauf les vieux personnages qui ont connu ça dans leur enfance. Donc voilà, on a des petits oiseaux, dont un merle, une grive. Voilà, donc et maintenant, là, on est propre. T'as pris du champagne? Voilà. Alexandre, viens me mettre un petit coup de pinceau là-dessus et tu vas sentir la chaleur comme elle fait du bien là. Alors déjà, il a vraiment, au niveau du pinceau, c'est pas du tout comme moi. On sent que c'est un artiste. Il a un pinceau qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus balayé comme ça. J'imbibe comment beaucoup? Oui, tu imbibes beaucoup. Faut que ce soit très imbibé. On va le tourner. Crac. Donc tu vois déjà,
Voilà, la couleur que ça a pris. Et tu vois, on n'est pas loin, hein. Ça va quand même très très vite. Bien dessus. Le capucin, c'est un entonnoir en acier, avec un long manche. Et cet entonnoir, on le met en fait sous le feu de bois, on le met sous le charbon pour qu'il devienne incandescent, qu'il devienne rouge et très très chaud, très brûlant. Et au bout de l'entonnoir, il y a un petit trou évidemment. Et donc on y glisse au dernier moment, au moment de flamber la palombe et de la servir, on y glisse un morceau de lard qui, par le fait que l'entonnoir en acier est brûlant, incandescent, va fondre et va flamber donc la palombe par le goût du lard fumé. Et c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est vrai que culturellement, c'est quelque chose qui est pour la palombe dans les Landes, mais nous, on peut aujourd'hui flamber un homard avec ça en plein été, ou un pigeon, ou on s'en sert tout le long de l'année. Laissons le cocuron chanter et taisons-nous, parce que ça, c'est une jolie musique. Écoutez. Voilà. Allez. J'attaque avant que ce soit froid. Bon, enfin bref. Ouais, je vais tourner après m'être servi. C'est un peu comme dans les années 60. C'est une douceur, c'est moelleux à cœur. Mon grand. C'est moelleux à cœur. Bien sûr. Alors je sais pas si c'est le Sarment qui a mis ce goût. Merci aux propriétaires des lieux. Sois sérieux un peu. Aux Chinois alors, on Chine. Comment ils font les gens qui boivent pas de vin des lieux? Véritable culture du canard. Et c'est formidable ce qu'on a pu développer depuis le confit, parce que le confit est quand même l'ancêtre de la conservation du canard. On mettait tout au sel et ensuite à la graisse. Et puis tout d'un coup, il y a un gars qui avait un petit peu de talent, je pense que c'est André Daguin, qui a dit, mais si le magret, au lieu de le faire confire et de lui faire subir cette longue cuisson, parce que ça agit quand même d'une cuisson de 2 heures à feu doux dans la graisse, qui le rendait gris et terne, et de la même consistance et du même goût que la cuisse. Qu'on fasse confire la cuisse parce qu'elle est un peu nerveuse, je comprends. Mais le magret, c'était une grande invention que de dire on le balance sur le grill et on le sert saignant comme une viande. C'est marrant, mais c'est pas si vieux que ça, quoi. Ça date des années 60. Le coup de canard, quand même, bon, on va le retourner, on va le dénerver. On va l'assaisonner, le mettre à mariner dans du cognac. On va ensuite le remplir avec un peu de chair à saucisse et des cubes de foie gras. Mais c'est d'un raffinement. Mais c'est d'une intelligence. Mais enfin, qui est arrivé à se dire ce coup dont on va enlever le prolongement de la colonne vertébrale, on va le vider, on va juste garder ce coup de canard, on va le remplir d'une farce, on va mettre du foie gras, on va le saucissonner de chaque côté, on va le ficeler et on va le faire cuire doucement à petit bouillon dans un fond de canard pour que ça donne une petite entrée tranchée comme ça en apéritif avec du pain grillé, avec un bon vin. Mais le mec qui a fait ça, mais une statue, qui c'est? Je viens de Bordeaux. J'ai fait mon apprentissage au Grand Hôtel de Bordeaux avec mon chef d'apprentissage Michael Marcadet. Juste avant, j'ai travaillé avec mon père au Café Gourmand et je fais toutes sortes de pâtisseries, que ce soit classique, un peu plus moderne. J'essaie de mélanger les saveurs, les textures et de prendre le maximum de plaisir. Mon père en pâtisserie, oui, il est fort. Il y a son bouquin qui vient de sortir et j'étais impressionné. Donc oui, il m'a appris beaucoup de choses.
La décoration, les recettes de base, oui, il est bon. Bon, mes influences, c'est sûr, ça a été mon père, mon grand-père et toute ma famille. La pâtisserie, c'est un péché mignon. Donc, que choisir, bon, c'est le chocolat, hein. Ça, c'est sûr. Et les macarons aussi. Un gros penchant pour les macarons. Les mecs, font des vécu, si tu veux, leur... Ce qui me plaît, c'est que on est comme sur un jeune vin. À partir du moment où il naît, il a les arômes primaires très forts. Là, on tombe sur un bout de cassis, une pâte de cassis. Et on a cette douceur. Et c'est adouci par le chocolat. Qui est fondant, qui coule, qui est extraordinaire. C'est d'un moelleux. Ah, ça, ça se boit sur un grand vin rouge. Parce que c'est en connexion complète. Ce qui est sympathique sur cette table, c'est qu'il n'y a pas un verre qui traîne. Non, ça n'a pas beaucoup traîné, ça on peut pas dire. À Langon, à Oliver, et puis à notre ami Darroze qui fait des superbes armagnacs. Oh. Eh oui, c'est la douceur de vivre. Ça, c'est des armagnacs de passionnés. Hein. C'est le fût, la vanille. La vanille. Oui, ça me bon. Et vive la Guyane, et que dans tous les matchs de rugby, on batte l'Angleterre. Et à propos de l'Angleterre et de l'entente cordiale, terminons notre balade gourmande par cette citation de Pierre Daninos. Ce sont les Anglais qui ont appris au monde à se tenir à table, mais ce sont les Français qui mangent. La richesse de la cuisine française, c'est justement d'avoir ces gars-là, mais d'avoir aussi des Claude Darroze, et d'avoir aussi beaucoup de petits cuisiniers modestes qui font des petites cuisines très régionales et qui font que la cuisine française reste d'une diversité exceptionnelle et qu'elle reste quand même une des premières cuisines au monde.